bienvenue sur TP Info, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous allons évoquer les actualités sportives de ces derniers temps, comme le sacre mondial de l'équipe de France masculine de handball durant cette Coupe du Monde, ainsi que les demi-finales de Coupe de la Ligue de football qui ont opposé dans un premier temps le Paris Saint-Germain à Bordeaux et dans un second Nancy à Monaco. Mais tout d'abord, revenons sur le thème principal de cette émission, qui est le dopage, en compagnie de nos deux invités, Hugo Iselstein et Valentin Lavoux. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que le dopage ? Depuis l'Antiquité, les athlètes tentent d'améliorer leur performance par d'autres moyens que l'entraînement. Durant les Jeux antiques, les athlètes grecs mangeaient notamment de la viande de chèvre ou de la viande de taureau. Depuis cette époque, les techniques de dopage se sont sophistiquées. Des effets très différents peuvent être recherchés, comme des changements morphologiques avec de l'hormone de croissance, une amélioration de l'endurance en augmentant l'oxygénation du sang avec de l'EPO, une augmentation de la force et de la puissance musculaire avec des anabolisants. D'autres produits permettent d'améliorer la concentration, de lutter contre la douleur, perdre du poids ou encore masquer d'autres molécules. L'Agence mondiale antidopage, créée en 1999, définit les lois et pratiques de lutte contre le dopage. Elle diffuse, notamment, et met à jour la liste des produits interdits. Elle a aussi créé, ces dernières années, un passeport biologique. Les produits dopants sont des substances illicites qui améliorent les performances sportives. Il existe un grand nombre de substances qui agissent de façon diverse sur notre corps. Les utiliser est antisportif, mais surtout leurs effets secondaires sont souvent dramatiques. Les anabolisants sont de loin les produits de dopage les plus connus. Ils sont utilisés surtout en haltérophilie. Le groupe des anabolisants comprend avant tout des stéroïdes qui sont très similaires à la testostérone, l'hormone sexuelle masculine. Ils provoquent un développement rapide de la masse musculaire sans stock de graisse corporelle. C'est la raison pour laquelle la prise d'anabolisants est répandue chez les culturistes, les haltérophiles, les sprinteurs, les sauteurs en longueur, qui ont besoin d'une grande masse musculaire et d'une forte détente. Mais les anabolisants sont aussi très fréquents dans le sport d'endurance tel que le cyclisme. Ils y sont utilisés pendant les phases d'entraînement intensives car ils accroissent la capacité de régénération et le transport de l'oxygène. Chez les hommes, ils entraînent une féminisation car cette substance est transformée dans le corps en œstrogène, hormone sexuelle féminine. C'est pourquoi une prise prolongée d'anabolisants peut provoquer la croissance des seins, l'atrophie des testicules et inhiber la production de spermatozoïdes. Chez les femmes, par contre, la prise prolongée entraîne une masculinisation, pousse de la barbe, calvitie et croissance du larynx. Chez les adolescents, ils peuvent provoquer des troubles de la croissance. L'érythropoïétine, plus connue sous le nom d'EPO, est une autre substance de dopage célèbre. C'est une hormone qui favorise la croissance et la production de globules rouges. Le sang est ainsi pour dit plus concentré. Davantage d'oxygène peut être alors transporté par le sang vers le muscle et l'endurance augmente de manière considérable. Mais cet épaississement du sang peut être très dangereux. Les vaisseaux peuvent se bouger, qui dans le pire des cas peut provoquer un infarctus. Une amélioration du transport d'oxygène peut aussi être obtenue par un dopage sanguin. Un sportif reçoit une transfusion soit de son propre sang prélevé plusieurs mois auparavant dans ce but, soit du sang étranger. Le volume du sang augmente ainsi que sa capacité à transporter de l'oxygène. Les effets secondaires sont les mêmes que ceux de l'EPO. Les bêta-bloquants figurent aussi sur la liste des produits dopants pour certains sports. Les bêta-bloquants inhibent l'effet des hormones du stress. Ils sont utilisés dans les sports qui demandent soit d'avoir la main sûre, par exemple le tir à l'arc, soit de garder la tête froide, par exemple les échecs. Les stimulants, par exemple l'alcool, les narcotiques, par exemple les antidouleurs, et les cannabinoïdes, par exemple le cannabis, sont interdits avant et pendant les compétitions, mais peuvent cependant être pris pendant l'entraînement. Il faut cependant être prudent, car certaines substances restent longtemps décelables et peuvent conduire à un résultat positif longtemps après la prise. Les stimulants comprennent les amphétamines et l'éphédrine. Ils ont un effet stimulant et euphorisant sur le système nerveux central et augmentent l'activité motrice. La prise de telles substances permet de mobiliser les dernières forces et d'augmenter la capacité de concentration et l'attention. Lors de la prise de stimulants, le système d'alarme du corps ne réagit pas. C'est pourquoi les dernières réserves peuvent être dépensées sans que le sportif ne s'en aperçoive. La prise de stimulants peut ainsi conduire à l'épuisement, la perte de connaissance et même dans le cas extrême, la mort. De plus, les stimulants ont un certain potentiel de dépendance. Les narcotiques diminuent la douleur et ont un effet calmant. Ils sont souvent pris dans les sports tels que le tir sportif ou le golf. Ces substances peuvent aussi rendre dépendant. Une dose trop élevée peut entraîner des troubles de la conscience, des évanouissements ou même la mort. Ces produits ont pour but d'améliorer les capacités de l'homme. Et vous, monsieur Lavoux,
Pourriez-vous nous expliquer les répercussions qu'ont ces produits sur le corps humain et comment cela fonctionne? Alors oui, tout d'abord, le dopage met en danger le dopé. Plusieurs coureurs cyclistes qui ont avoué avoir pris de l'EPO ont raconté que leurs soigneurs les réveillaient la nuit pour les faire faire de l'exercice. L'objectif est d'éviter un arrêt cardiaque dû aux effets secondaires des produits dopants. En effet, l'amélioration de l'oxygénation des muscles s'obtient grâce à une augmentation du nombre des globules rouges, ce qui épaissit le sang. Quand le cœur au repos ralentit, le sang devient de moins en moins fluide et peut donc arrêter le cœur. Cela entraîne la fatigue du sportif et une prise de produits dopants pour l'effacer. Nous avons connu de nombreux cas de dopage dans le sport, comme l'affaire Lance Armstrong, un cycliste du Tour de France qui aurait gagné 7 titres mais en se dopant, ou encore le relais 4x100 mètres de la Jamaïque durant les Jeux Olympiques, avec un de ses coureurs dopés, ce qui leur a valu une médaille d'or en moins. Les produits dopants de nos jours sont devenus réguliers dans le sport, voire banals. C'est un sujet de tous les jours. C'est pour ça que, messieurs, je vous pose ces questions. Selon vous, serait-il envisageable d'accepter le dopage dans le sport? Alors, afin de répondre à cette question, je suis allé interroger un sportif qui s'appelle Greg Tony, qui est 7 fois champion du monde. Je lui laisse la parole. Croyez-vous qu'un jour il existera des championnats ou compétitions où le dopage sera autorisé? On sera obligé d'y venir parce que ça... en fait, pas obligé d'y venir, mais c'est qu'il y a tellement de sportifs qui ont vraiment plus les moyens que d'autres et qui, on va dire, commencent à avoir des substances qui ne sont pas détectables. Mais il y aura toujours du dopage. Et comment dire ça? Si tu veux, il faut pouvoir essayer le dopage pour se dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et on va dire, en étant franc, oui, j'ai essayé. J'ai essayé une fois, enfin, on peut dire dopage. J'ai pris un cachet qui s'appelle Dianabol, qui m'a pas du tout réussi puisque j'ai fait une rétention d'arrière, bien sûr. Donc, J'ai également été interviewé un sportif qui, lui, a un avis complètement différent de Greg Tony. Il s'agit de Zinedine Amerlin. Croyez-vous qu'il existera des championnats ou compétitions où le dopage sera autorisé? Jamais de la vie. Pensez-vous que la lutte contre le dopage perdurera ou cessera un jour? Ouais, ils vont continuer. Parce qu'ils veulent que les sportifs ils soient tous au même niveau et que ça se fasse naturellement. Parce que avec le dopage, c'est sûr, on est plus fort, on est mieux, on se sent mieux. Mais et après, Nous venons de voir 2 vidéos dans lesquelles les sportifs donnaient leur avis sur le dopage. Mais ce qui nous intéresse, c'est vous, qu'en pensez-vous? À vous la parole, monsieur Lavoux. La parole, monsieur Lavoux. Eh bien, moi je pense que comme le dopage améliore la capacité musculaire, il va avantager les sportifs qui se dopent et désavantager ceux qui ne se dopent pas. Certes, les sportifs sont dopés, mais les attentes dans ce sport ne sont plus les mêmes. Les sportifs cherchent à être premiers afin d'être reconnus du public et non plus d'exercer leur sport pour une passion et pour égaler un record. On cherche à surpasser ces records afin d'être reconnus et qu'on se souvienne de nous. Je vous comprends très bien, mais comme beaucoup d'entre eux se dopent, il y a beaucoup de sportifs qui veulent les suivre car ils se sentent obligés. Je pense que c'est pour cela qu'il faudrait qu'on autorise le dopage afin qu'il y ait une organisation qui est mise en place afin de contrôler ce dopage justement et qu'on favorise les sportifs qui ne se dopent pas à ceux qui se dopent. Du coup, de faire une classe entre par exemple des compétitions avec des sportifs dopés et des compétitions avec des sportifs non dopés. Votre avis est intéressant, mais savez-vous que le dopage est vraiment très dangereux pour la santé? Il provoque des risques majeurs et peut même jusqu'à provoquer la mort. Il peut provoquer la mort, mais on n'a pas forcé les sportifs à se doper. Et de toute façon, un sportif dopé restera dopé toujours. Regardez par exemple les bodybuilders. Pour une personne qui fait de la musculation à ce point, une personne qui ferait 1m88 devrait peser 89 kg. Prenons l'exemple d'Arnold Schwarzenegger. Il fait 1m88 et pèse 106 kg. Cela montre bien qu'il a dû prendre des produits dopants. Et il faut savoir aussi que ce sport-là est le seul sport où le dopage n'est pas contrôlé. Oui, mais le dopage il va nuire à la crédibilité du sport et ça engendre une grande menace pour son avenir. C'est pour cela qu'il faut créer des compétitions où le dopage est autorisé, car de toute façon on y viendra, car tous les ans, il y a de plus en plus de sportifs qui se dopent
Le service antidopage possède un budget de seulement 30 à 40 millions d'euros, ce qui est peu par rapport aux sommes astronomiques que gagnent les sportifs. Et il faut savoir que chaque contrôle coûte 546 euros. Et comme les sportifs gagnent des millions, ils sont en avance par rapport à la médecine. Car tout ça, c'est un business. C'est-à-dire que les sportifs ont des produits, mais du coup, ils ont des produits en avance par rapport à la médecine. Du coup, ils seront indétectables. Du coup, forcément, on dit qu'il y a plus de sportifs qui sont dopés, mais c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens de les montrer. Du coup, il y aura toujours plus de sportifs dopés que ce que l'on pense. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on autorise le dopage afin que ce soit surveillé et contrôlé par des médecins qui puissent réguler ça. Et à une certaine dose pour éviter justement d'entraîner la mort ou des complications trop graves pour certains sportifs. Oui, mais savez-vous que le dopage est illégal? Donc, on aurait ainsi des Jeux Olympiques délivrés de ces odieux soupçons qui ternissent nos beaux athlètes. Puisque tout le monde serait dopé, on pourrait même ouvrir des espaces publicitaires pour les fabricants de produits dopants, ce qui ouvrirait le marché de ces substances aux pauvres, aux amateurs de banlieue ou de la campagne. De temps en temps, puisqu'on irait jusqu'aux limites de l'organisme, il y aurait des accidents, beaucoup plus spectaculaires qu'une simple chute à vélo ou un simple claquage musculaire. Il pourrait y avoir un mort ou deux en direct. Donc cela ferait plus d'audience. Et des commentaires beaucoup plus intéressants que des bafouillages embarrassés sur le poison qui gagnèrent les sportifs nationaux. Donc les services de sport s'engageraient avec des médecins et des pharmacologues pour suivre l'actualité, donc cela ouvrirait plus d'emplois. Du coup, bientôt apparaîtraient les premiers jeux avec les sportifs OGM, donc des coureurs avec des pattes de sauterelle, des cyclistes avec des cuisses de grenouille, ou encore des boxeurs avec des os crâniens bien plus épais. Donc cela ouvrirait déjà une nouveauté sur le sport, les compétitions. Donc évidemment, avec tout ce qu'ils ingurgiteraient, leur système nerveux serait fragilisé, encore plus de sentiments, d'émotions à la télé, donc plus de colère, plus de pleurs. Excusez-moi, je vous ai entendu parler de budget pour lutter contre ces produits dopants. Mais connaisseriez-vous le budget mis en place pour confectionner ce genre de produit? Oui, nous savons que on a un budget beaucoup plus important dans la confection de ces produits que dans la lutte. C'est pour ça qu'ils ont un avance sur les médecins et que du coup, ils ne sont pas détectés lors des tests antidopage. D'accord, merci. Tout ce que vous nous dites depuis le début est fort plausible, mais que pensez-vous de la loi suédoise qui encourt une peine de 2 ans de prison si on est décelé positif au dopage? Alors oui, mais une fois que les sportifs sont sortis de prison, que font-ils? Ils continuent à faire ce sport. Mais comme on sait qu'ils sont dopés, ça ne sert à rien de les re-sanctionner, ils seront toujours dopés. Une fois que nous sommes dopés, on reste dopés. Par exemple, regardez encore un boxeur, Mike Tyson. Il fait seulement 1m80 et il pèse 106 kg. Il a des bras énormes, du coup cela montre bien qu'il a été dopé. Mais tout le monde s'en fichait parce qu'il mettait KO ses adversaires et c'est justement ce qu'on le recherchait dans ce sport. Il était spectaculaire, quand on montait sur le ring, on savait qu'il allait avoir un KO. Du coup, cela augmentait les audiences. Votre argument nous permet de démontrer que beaucoup de ces sportifs qui se dopent peuvent en devenir accros au dopage. C'est vrai, mais regardez par exemple, on devient bien accro à la cigarette, pourtant cela est légalisé, mais on est suivi par des médecins. On peut être suivi par des médecins. On peut être accro à plein de choses. Certains sont accros à la nourriture, d'autres sont accros aux jeux vidéo. Et justement, il faut encadrer cela avec des médecins. Cela éviterait justement le décès de beaucoup de ces sportifs. En 1960, le cycliste danois Knud Mark Jensen est mort à l'arrivée des 100 km des Jeux Olympiques à cause du dopage. Sa mort était la première liée au dopage. Depuis, en 1963, le Congrès de Madrid a réuni une commission d'experts pour mettre en œuvre de nombreuses lois anti-dopage. Oui, mais cela était avant le sportif et le sport. Le sport en général évolue avec le temps. Et le sport maintenant est actuellement beaucoup plus médiatisé. Regardez le foot. On n'y voit pas un intérêt forcément aux sportifs de se doper. Parce qu'il court après un ballon, ça dure 90 minutes, il y a une pause au bout de 45 minutes, les efforts ne sont pas monstrueux. Mais regardez, lors de la victoire de la France en Coupe du Monde, il y avait cependant dans l'équipe de France un dopé, et c'était Zinedine Zidane. Cela n'a pas été médiatisé car c'était la première victoire et la seule victoire d'ailleurs de l'équipe de France. Mais il a lui-même avoué avoir pris des corticoïdes lors de sa saison à la Juventus. Et plein d'autres sportifs avouent également s'être dopés. Arnold Schwarzenegger, Mike Tyson et d'autres encore. Le 14 février 2004, le cycliste Marco Pantani est mort, lui aussi dû au dopage, après une crise cardiaque.
Et tout comme lui, 800 personnes meurent par an à cause du dopage. Oui, mais vous ne pensez pas que cela n'est pas forcément lié que au dopage, mais à une surdose ou alors une mauvaise gestion justement de ces produits. C'est pour ça qu'il faudrait ouvrir des centres où les médecins justement pourraient suivre les sportifs, vérifier la dose, qu'ils prennent bien une dose suffisante et justement leur faire un programme adapté à ces doses. Et je pense que cela est possible si on vend aux spectateurs justement que maintenant le sport est lié au dopage. Il y aura, dans chaque compétition, il y a des dopés. Mais il faudrait justement que l'on mette en avant les sportifs qui sont non dopés comme des vrais sportifs et non les mettre en compétition avec des sportifs dopés car de toute façon leurs chances sont réduites. Mais justement, si on met en compétition des sportifs non dopés avec des sportifs dopés, ils vont chercher à aller encore plus loin et du coup ils vont se doper eux aussi. Du coup au final ça reviendra que tout le monde se dopera et du coup le dopage aura gagné sur le sport. Alors que si on crée une catégorie dopé et non dopé, on pourrait justement minimiser ces dégâts et garder quand même l'honneur de ce sport, des sports en général. Ce débat étant clos, je vous remercie messieurs et nous nous retrouvons après une courte page de pub.